Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour Cyberpref Décode, le podcast d'assurance prévention qui sensibilise les adolescents et leurs parents sur les risques numériques. Nous sommes en direct de Toulouse Game Show, le salon des jeux vidéo et de la pop culture, donc qui se déroule fin novembre à Toulouse. Je suis avec Coraline Schenacker, qui est docteur en psychologie, psychologue clinicienne, spécialiste du numérique en famille et membre experte de l'association Open. C'est l'Observatoire de la parentalité et l'éducation au numérique. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur ce bel événement. Coraline, on est sur un salon de jeux vidéo. On voit beaucoup de familles, des parents passionnés de jeux vidéo qui partagent cette passion avec leurs enfants et aussi des parents qui viennent avec leurs adolescents parce que en fait ils les accompagnent, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément intéressés par les jeux vidéo mais ils les accompagnent. Et il y a notamment un papa qui tout à l'heure m'a dit moi je suis en train de découvrir un univers que je connaissais absolument pas et en fait ce que j'aime c'est que ma fille qui devait avoir peut-être 13 ou 14 ans me décrypte et m'explique ce que sont tous ces personnages et ce que sont ces univers et donc en fait c'est le fait d'avoir cette relation là. Qu'est-ce que ça vous inspire justement ce témoignage de ce papa qui dit j'ai l'impression un peu de retrouver ma fille parce que je suis dans un univers qui lui plaît et donc on partage quelque chose. C'est l'histoire de la parentalité à l'adolescence, c'est-à-dire que parfois on a l'impression de marcher sur des œufs, on sait plus comment rentrer en contact. Pour autant, c'est souvent plus simple que ce qu'on pense. Et donc quand on laisse son ado nous inviter dans son univers, déjà on s'aperçoit qu'ils avaient hâte que ce soit le cas et qu'ils sont plutôt contents. L'idée c'est d'y aller comme ce papa, l'esprit ouvert, et de retrouver cet émerveillement à ne pas tout savoir. Après, ça m'inspire aussi ce qu'on sait aujourd'hui sur la transmission de l'outil et pourquoi les écrans sont tant une révolution et nous mettent en difficulté, nous les adultes. C'est que l'arrivée du numérique a inversé les rapports des générations. En d'autres termes, jusqu'à présent, c'était les adultes qui initiaient les plus jeunes aux outils. Les écrans, on est sur le premier outil où c'est les plus jeunes qui vont initier les plus âgés. Donc ça, pourquoi pas, mais attention avec des limites aussi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compétences qu'on doit quand même, nous les adultes, transmettre à nos enfants et à nos ados pour qu'ils vivent mieux leurs usages numériques. Je pense par exemple à l'esprit critique. Ça, c'est pas que dans les mondes virtuels. Et donc là, le papa s'est laissé embarquer, mais c'est un signe aussi de ce qui est possible de faire. Accompagner son ado sur un tel salon qui fait plaisir à l'adolescent. Enfin voilà, c'est un vrai événement pour les ados. Et c'est aussi dire je sais pas comment faire, mais j'ai envie que tu m'expliques. Et ce que vous dites sur les compétences, c'est important parce que l'adolescent, il va peut-être aller plus vite et il va en savoir faire plus, encore une fois techniquement parlant, que ses parents. Mais sur la prise de recul vis-à-vis de l'outil, l'esprit critique dont vous avez parlé, Coraline, ça passe forcément par la transmission parent-enfant. Exactement, c'est pas parce que je sais allumer un four que je sais cuisiner. Là, c'est un peu pareil. Les ados, ils sont très très forts et souvent ils ont accès, par exemple, à des applis dont on n'en entend jamais parler. Moi, je découvre des trucs par les ados que je reçois au cabinet. Je donne un autre exemple. Pendant longtemps, on a utilisé le terme IRL. Ça veut dire quoi? In real life. À mon sens, c'est une erreur de paradigme. Parce que ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo, sur les chats, etc., c'est la vraie vie. C'est-à-dire que quand, par exemple, je harcèle quelqu'un en ligne, je lui fais du mal comme si je le faisais au collège, au lycée. Donc, je pense que une des premières choses qu'on peut transmettre à nos ados, c'est que c'est pas IRL, c'est pas pour de faux. C'est que c'est une extension et que du coup, ce qui est acceptable dans la vie de tous les jours est acceptable en ligne et ce qui ne l'est pas, c'est la même chose. On a encore du travail. Quand on parle de parentalité numérique, c'est un terme qui parfois est assez abscon pour beaucoup de parents. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, parentalité numérique? Alors, effectivement, c'est pas forcément le terme le plus joli qui existe et le plus parlant. Pour moi, ça signifie que les parents d'aujourd'hui sont confrontés au monde d'aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui. Et de ce fait, les enjeux de la parentalité classique vont aussi trouver une extension dans les usages numériques, que ce soit ceux de leurs enfants, mais aussi les leurs. Être parent aujourd'hui, c'est dur. Je pense que ça l'a toujours été,
mais on est dans une réalité tellement hyper complexe qu'on a toujours l'impression qu'on va prendre la mauvaise décision en tant que parent. Parce qu'on est face à cette hypercomplexité, parce qu'on a des injonctions paradoxales. Ma démarche, c'est d'informer les parents avec des informations vérifiées pour qu'ils prennent eux-mêmes les décisions, parce que les parents sont encore en capacité de prendre des décisions. Le jeu vidéo, il est de plus en plus multijoueur, il est de plus en plus partagé, en ligne. Il y a beaucoup de parents qui s'interrogent sur le bon moment pour permettre à leurs enfants justement d'aller jouer en ligne, d'avoir des interactions avec d'autres joueurs. Là, on a des interactions avec d'autres vraies personnes, et comme vous l'avez dit, on se fait des amis en ligne qui sont des amis comme on pourrait avoir des amis dans la vie réelle, même si l'expression est pas forcément bien choisie, mais ça reste de l'amitié, ça reste des relations que l'on noue. Est-ce qu'il y a un bon moment justement pour les parents pendant le collège? Est-ce que c'est quel type de jeu? Comment on peut aider les parents justement à essayer de trouver le bon équilibre? Alors, tout au long de ce podcast, je me prononcerai jamais sur un âge parce que c'est tellement subjectif. Et finalement, c'est les parents qui sont les meilleurs connaisseurs de leur enfant et qui savent le degré de maturité de l'enfant. Est-ce que mon enfant, il est en capacité de se méfier? Est-ce que j'ai appris à mon enfant que un profil ne correspond pas à la personne qu'il y a en ligne? Je pense par exemple à moi, à mon époque, il y avait Abo Hotel. C'était le premier jeu pour ados, donc c'était un espace en ligne avec des petits persos où on rencontrait d'autres ados. 10 ans après, j'ai appris que c'était un repère pour des prédateurs. Moi, à mon époque, c'était nouveau, donc mes parents ne m'ont pas informé du risque. Et Coraline, aujourd'hui, on a justement ce même type d'infos à propos, par exemple, de Roblox, qui est plébiscité par les jeunes ados, par les pré-ados. Oui. Et du coup, c'est important de se poser avec son enfant. Alors, je dirais pas d'interdire Roblox parce que il y a toujours un autre outil qui va sortir, mais de ne pas le lancer comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'un des problèmes, c'est que les parents équipent leurs enfants et après ne se préoccupent plus de ce qui se passe et ont une vraie méconnaissance en fait des usages de leurs ados. Roblox, c'est un jeu qui est beaucoup joué par les pré-ados ou les jeunes ados. Et quand je discute avec eux au cabinet, je m'aperçois qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils se sont dit entre eux, ouais, potentiellement, c'est un adulte qui me parle. Donc, ils ont mis en place des stratégies pour se protéger. Pourtant, je trouve que c'est pas suffisant parce que, du coup, ça coupe le dialogue. Et ce qui protège nos enfants, en partie, c'est qu'ils sachent qu'ils peuvent venir nous parler quand il se passe quelque chose qui les interpelle. Ça, c'est le meilleur facteur de protection parce qu'on peut pas les mettre dans une bulle. Donc, on peut les informer parce que nous, on s'est renseignés. Je fais un petit peu d'auto-promo, mais la newsletter de l'Open, dans cette newsletter-là, alors, elle paraît une fois par mois et on va écrire, attention, par exemple, il y a tel hashtag sur TikTok en ce moment, faut faire attention et en discuter avec les ados. On présente ce genre de choses aussi. Donc, on peut pas tout savoir parce que les mondes numériques et Internet est trop infini. Mais par contre, si on leur a transmis le fait que, ouais, si tu vois quelque chose qui t'interpelle, qui t'a fait peur, qui t'a fait bizarre, qui te trotte dans la tête, tu peux venir m'en parler, je vais pas te gronder, je vais pas m'énerver, je vais pas te faire la morale sur ce que c'est un écran et à quel point c'est mauvais. Coraline, vous, est-ce que vous êtes confrontée justement en tant que psychologue à des familles et aussi peut-être à des enfants qui ont des soucis avec les jeux vidéo? Je suis psychologue, de ce fait, je suis confrontée à des ados et des enfants qui vont pas très bien. Et au fait qu'ils aillent pas très bien se greffe la question du numérique, puisque souvent ça peut servir de refuge, de béquille, et on peut avoir des jeunes qui se replient sur ces pratiques-là parce que ils trouvent une forme de compensation, de réponse aux problématiques qui les occupent. C'est intéressant ce que vous dites, Coraline, parce que finalement, ça voudrait dire que l'excès de jeux vidéo, l'excès dans la pratique des jeux vidéo, en fait, c'est peut-être le symptôme d'un mal-être ou en fait de choses qui ne vont pas bien dans la vie en général. Alors, bien sûr que à long terme, on a envie que les jeunes, donc on va parler plutôt des ados pour le coup, que les jeunes puissent sortir, avoir une vie d'ado avec des copains, découvrir le monde. Mais si on se centre uniquement sur la question des usages excessifs, eh bien, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et on passe sûrement à côté, effectivement, d'un vrai mal-être qui conduit à ce repli.
Mais c'est pas que les jeux vidéo, ça pourrait être n'importe quel usage d'un objet excessif. Par exemple, si j'ai mon ado qui passe sa vie à lire Harry Potter, il ne fait que ça, il n'a pas de copains, il est enfermé dans sa chambre sur Harry Potter H24, bah ouais, effectivement, on va aussi se poser la question de est-ce qu'il va bien, est-ce que il rencontre des problèmes dont il n'ose pas parler. Dans les jeux vidéo, il y a de la violence dans certains jeux. Il y a le code PEGI qui permet d'avoir, quand vous achetez un jeu, les recommandations d'âge. Mais c'est pas suffisant parce que pour beaucoup de parents, c'est un sujet, parfois et même souvent un sujet de conflit. Dans les patients que je reçois, la question est infiniment complexe, c'est-à-dire que je me retrouve face à des parents qui sont démunis, qui sont très préoccupés souvent par leur ado qui va mal. Et quand on dit aller mal, c'est avoir des pensées suicidaires, ce genre de choses, quoi. C'est vrai. Aller mal. Et donc, qui essayent de faire comme ils peuvent pour trouver des solutions. Parfois, c'est adapté, parfois, ça ne l'est pas. Et parfois, ça demande de rétro-pédaler. Rétro-pédaler avec un ado, c'est hyper dur. Et avec un ado qui va mal, c'est encore plus dur. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre sur la question de la violence des jeux vidéo. Parce que ce que je vois, c'est que finalement, le jeu vidéo, il va fonctionner un peu comme un bon bouquin, comme un bon film. Il va offrir des espaces de représentation à l'adolescent pour symboliser ce qui le préoccupe. Donc là, la question de la violence, les ados qui peuvent jouer à des jeux violents, elle est pas si simple. Et parfois, c'est aussi pour trouver un espace où jouer avec une certaine forme de violence qu'ils ressentent dans le dedans, parce que le monde fait qu'on est exposé à cette violence-là. Donc, il y a une dimension qui finalement est plutôt source de métamorphose. J'avance parce que je m'appuie sur la culture. Alors qu'il y a des adolescents qui vont très mal et qui s'exposent à cette violence-là, où la distinction entre ce qui est réel et ce qui est complètement imaginaire est très friable. Et donc, c'est là qu'ils peuvent confondre ce qui se passe dans un jeu vidéo avec ce qui se passe avec la violence qui est extériorisée. Donc, si je reviens à la question des parents pour leur donner un truc concret, pour prendre une décision sur les jeux vidéo violents, alors la norme PEGI, elle est là pour non seulement maintenant il y a l'âge, mais il y a aussi le type de contenu qui est écrit systématiquement, mais aussi sur toutes les plateformes de vidéo à la demande aussi. Et donc, je me demande si, quand je discute avec mon ado, il a une capacité de prendre du recul sur ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il fait un jeu de FPS, donc ça peut être un jeu de tir où le principe, c'est d'être en équipe et d'aller se confronter en tuant d'autres joueurs. Ouais, c'est first person shooter. Donc en fait, vous êtes à la première personne et vous voyez en fait votre arme. C'est vraiment, vous êtes dans la peau en fait du personnage. C'est une grosse immersion. Et en fait, c'est moi qui vais discuter avec mon ado pour savoir à quel point il est en capacité de prendre du recul. Si je sens que c'est pas le cas, je ne lui autorise pas ça, mais je reste avec lui et je lui dis, tu veux pas qu'on regarde un autre jeu? Tu veux pas qu'on aille sur Twitch regarder les joueurs qui font des lives sur les jeux vidéo? Donc ça, c'est petit tips aux parents. En fait, sur Twitch, il y a beaucoup de de rediffusion de joueurs de jeux vidéo. C'est un peu comme regarder un match de foot. Et du coup, si j'ai pas le temps, je peux aussi aller regarder ça parce que je vois ce qui se passe dans le jeu. Donc, je peux proposer à mon ado de dire, OK, non, vraiment, là, je trouve que c'est pas adapté. Mais si tu veux, OK, on va choisir ensemble. Si on a commencé à faire ça depuis le plus jeune âge, c'est plus facile. Mais quand on l'a pas fait et qu'on se retrouve avec un ado, c'est là où c'est difficile de rétro-pédaler. Mais c'est possible quand même. Coraline, tout à l'heure, vous avez dit que en général, quand vous receviez des familles et notamment des parents à votre cabinet, c'est parce que ils avaient atteint une situation vraiment problématique. Eux se sentaient dépassés en tant que parents et puis leur enfant vivait des choses graves. Comment on peut être dépassé quand on est parent? Ou comment ne pas être dépassé quand on est parent? C'est plutôt ça la question. Bien sûr qu'on est dépassé en tant que parent. Il y a quelques générations, quand on élevait un enfant, on était tout un village, y compris en Occident. On a toujours besoin de ce village-là, et c'est normal d'être dépassé. Sauf qu'aujourd'hui, on a moins facilement accès à d'autres adultes ressources.
Les psychologues en font partie, les professionnels de santé en font partie, les amis, la famille, toutes les personnes bienveillantes autour de soi qui ne jugent pas notre parentalité sont des alliés pour élever les ados. Et le principe de l'adolescence, de toute façon, c'est de se tourner vers l'extérieur. Alors, aujourd'hui, ce qui me rend optimiste, c'est qu'on a beaucoup d'ados qui sont à l'initiative de la demande de consulter. C'est-à-dire qu'on est dans une génération qui a vraiment déconstruit l'idée que aller voir un psy, c'est être fou. Et ça, c'est une vraie ressource. C'est vraiment, je trouve ça très très chouette parce qu'ils sont vraiment en demande. Et donc, aller voir un psy, c'est pas être fou. Aller voir un psy, ça peut être pour 2-3 séances parce que on bute sur un truc et que on a besoin de le dénouer, de le comprendre dans un espace neutre. Alors, je prêche pas pour ma paroisse parce que c'est un métier qui me passionne, mais il y a pas que ça. Il y a parler à son médecin traitant. Ça peut être parler à sa voisine qui sûrement elle aussi est dépassée avec ses ados, finalement s'apercevoir qu'on n'est pas seul. Et ce qui est chouette avec des enfants qui sont en capacité de langage et de réflexion, c'est qu'on peut se poser et leur dire écoute, moi j'ai vraiment super envie de t'aider. Je t'avoue que je sais pas comment faire. Est-ce que toi tu peux m'aider à t'aider? Tu vas pas être mon parent, ça c'est vraiment important que ce soit pas toi qui devienne mon parent, mais par contre, j'ai envie de trouver une solution et si toi t'as des idées, je suis preneur. Et en tant qu'adulte, je prendrai la décision finale parce que, je reste l'adulte. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique. En tout cas, c'est ça l'idée. Ce qui est compliqué aussi quand on est parent, Coraline, c'est que on aimerait qu'on nous dise, qu'on nous donne un guide. On dise, voilà, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et bien finalement, on réfléchit pas trop et puis on suit le guide. Sauf que, dans le cas dans la parentalité numérique, c'est jamais comme ça. Ça rend encore plus complexe une situation qu'il était déjà à la base. Alors, c'est sûr qu'on peut le voir comme ça. En fait, finalement, suivre un guide, ça permet de diluer son sentiment d'angoisse, d'impuissance, d'être un mauvais parent. Pour autant, c'est pas efficace. Et nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des ados qui ont besoin d'être protégés. Il faut qu'on soit pertinent et efficace. Ce qui est efficace, c'est de patauger et d'expérimenter. Et oser échouer, oser se tromper dans sa parentalité. C'est-à-dire, on me pose par exemple la question de comment je fais pour que mon ado arrête d'être sur son téléphone avant de dormir. Et j'imagine dans toute cette complexité qu'il va falloir que je me bagarre avec lui pour lui interdire, couper la Wi-Fi pour toujours. On peut regarder les choses un peu autrement et se dire je vais jouer, je vais expérimenter avec mon ado, on va faire un défi. On va mettre une boîte dans l'entrée et à 21h tous les soirs, on va tous mettre notre téléphone, y compris les adultes. Mais on va faire ça 3 jours, pas plus. Au bout de 3 jours, on se réunit, on dit alors t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as observé que tu dormais mieux? On dit aussi nos propres observations. Et si on voit que ça a fonctionné, on poursuit l'expérience de 3 jours de plus. Si on voit que ça fonctionne pas, on essaye autre chose. Quand vous m'avez entendu pour la première fois, c'était à l'UNESCO où je parlais de faire des blagues aux ados. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a cette impression de lourdeur, cette impression de gros ravin qui nous sépare des ados. Parfois, c'est nécessaire, mais parfois, c'est aussi simple qu'une bonne blague. Et même si mon ado il rit pas à ma blague, en fait, j'aurais mis un peu de légèreté. Et je trouve que aujourd'hui, ce dont ils ont besoin et ce qui manque, c'est vraiment d'interlocuteurs qui sont un peu authentiques et légers. Les adolescents, ils sont confrontés à la violence du monde. Ils savent pour l'urgence climatique, ils savent pour plein de choses. Donc, trouver un espace à la maison un peu léger, des petits temps de bouffée d'oxygène, ça leur fait du bien. Et en vrai, ça nous fait du bien aussi. Merci beaucoup Coraline d'avoir passé ce moment avec nous pour venir nous partager des conseils pour les parents, pour leurs adolescents vis-à-vis du numérique. Peut-être que d'ailleurs le dernier conseil qu'on peut vous donner c'est d'écouter les différents épisodes du podcast Cyberpref Décode. Ça peut être aussi une façon de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et de confronter vos points de vue, alors avec des spécialistes comme c'est votre cas Coraline, mais aussi des témoignages de parents qui sont confrontés finalement aux mêmes situations que vous. On peut également inviter nos auditrices et nos auditeurs à s'abonner donc à la newsletter de l'association Open, donc l'Observatoire pour la parentalité et l'éducation numérique, donc qui est une newsletter mensuelle, gratuite. Voilà, il suffit simplement d'entrer votre adresse mail dans laquelle vous pourrez retrouver notamment les contributions de Coraline. Chaque mois, on va publier un article qui se lit en 2 minutes maximum, où on essaye de mettre le focus sur une préoccupation des parents. Donc, par exemple, à la rentrée, on a aussi publié « Est-ce qu'il faut acheter un smartphone à mon enfant qui rentre au collège ?»
ce genre de choses. Voilà. Et là aussi, c'est pas oui définitif, c'est pas non définitif, c'est créer les conditions de trouver la réponse qui correspond le mieux à la situation de sa famille et de son enfant. C'est ça, je résume bien? Oui, c'est toujours ça et je sais que c'est frustrant pour les parents d'écouter ça, j'en ai conscience. Pour autant, moi quand je discute avec eux, j'aime bien qu'ils ressortent de notre échange en ayant pris un peu plus confiance en eux et en leurs capacités parce que des adolescents qui vont bien et qui sont bien dans leur basket, c'est aussi parce qu'ils sont avec des adultes qui sont bien dans leur basket. Donc, prenez soin de vous les adultes et ça montrera aux ados comment on fait. Merci Coraline et à bientôt avec Cyberprev et l'association Assurance Prévention. Au revoir.